Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-François qui vient nous présenter son nouvel album consacré aux Nocturnes de Chopin. Bonjour Marie. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Formé dès l'âge de 4 ans, vous étudiez au conservatoire de Maastricht auprès de Joop Sellis, puis en Belgique avec Alan Weiss avant de vous perfectionner avec Paulina Leschenko. Vous poursuivez ensuite votre formation à la Scuola di Musica di Fiesole auprès d'Eliso Virsaladze et participez à de nombreuses masterclass avec des musiciens tels qu'Elisabeth Leonskaya, Jan Wayne, Pavel Gililov, Alexandre Melnikov ou Peter Donohue. Depuis, vous menez une carrière internationale qui vous conduit bien au-delà des frontières belges. Votre premier album, Eclectic Being Me, atteint 2 semaines après sa sortie la sélection mondiale des 10 meilleurs albums classiques du mois sur Apple Music. Suivront les albums Memories of Tomorrow et Amitié musicale à 4 mains, enregistré avec le pianiste français Simon Ada Reis. Vous êtes la première artiste classique Yamaha du Benelux. Je vous propose de débuter notre entretien avec votre interprétation du premier et deuxième nocturne opus 9 de Frédéric Chopin.
Le premier, deuxième nocturne opus 9 de Frédéric Chopin dans l'interprétation de notre invitée Marie-François. Alors Marie, venez-vous d'une famille de musiciens? Non, pas du tout. Je viens d'une famille docteur. Mon père est à la pharmacie. Et alors, ma mère, elle a toujours un grand cœur pour la musique classique et mon père, il a un grand cœur pour le jazz. Et donc, c'était quand même mon grand-père qui jouait du piano et qui m'amenait au concert. Et c'était trop chouette avec lui toujours. Il était aussi à côté de moi quand j'ai joué du piano à la maison. Et c'était lui qui m'a quand même donné beaucoup d'énergie et courage. Il y avait donc un piano à la maison. Oui, il y avait un piano à la maison et quand j'étais jeune, j'étais déjà quelqu'un qui aime bien parler, qui aime bien faire du bruit et donc j'étais quelqu'un qui voulait m'exprimer et voilà, j'ai commencé à avoir un peu de cours avec ma maman et mon grand-père quand j'avais 4 ans et donc là j'ai eu 2 ans cours privés avec quelqu'un chez moi à la maison et comme ça j'ai appris à jouer sans savoir les notes. Et donc ça, c'était quand même intéressant parce que comme ça, j'ai appris à écouter différemment, tu vois, sans savoir la théorie, mais juste le sentiment. Et comme ça, j'ai appris les premières notes, quoi, sur l'instrument. Et à l'époque, quels étaient les héros musicaux? Quels étaient les pianistes que vous écoutiez? Bah, c'est quelqu'un qui vous connaît très bien, c'est Martha Argerich quand j'étais jeune. Et bien sûr, les plus grands, c'était Volodos, non, qu'est-ce que je dis, Horowitz, Arthur Rubinstein, mais aussi des pianistes un peu moins connus, tu vois, Eva Poblocka, qui est un pianiste polonais, qui est incroyable aussi. Et c'est très rigolo parce que quand j'avais 10 ans, j'ai vu un concert d'elle à Hasselt, dans une salle concert avec mon grand-père. Et elle avait joué des polonaises de Chopin. Et c'était vraiment fantastique. J'ai encore ce mémoire, tu vois, dans ma tête très clair. Et il y a 1 an, quand j'étais à Varsovie, je l'ai rencontrée et j'ai joué pour elle. Donc c'était le full circle. C'était quand même très chouette de savoir que toutes les petites expériences que j'ai eues quand j'étais jeune, que ça inspire encore aujourd'hui. It was doing a circle. Voilà, full circle. Alors, parmi vos professeurs, on compte Polina Leschenko et Eliso Virsaladze. Selon vous, quel message cherchait-elle en priorité à vous transmettre? Pour moi, c'était toujours très important de trouver des profs qui pouvaient m'inspirer aussi. Quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, j'avais fait une petite liste avec tous les pianistes que j'ai adorés et avec qui je voulais bien étudier et avec qui je voulais bien apprendre les choses, tu vois. Et donc voilà, Paulina était aussi là sur la liste et Eliso aussi. Quand j'avais 10 ans, j'ai là aussi vu à Anvers jouer. Et donc là, quand j'ai commencé à étudier avec eux, je voulais vraiment savoir comment transmettre une histoire, comment raconter une histoire sur le piano. Pour moi, ça, c'est très important. Raconter, vraiment montrer ce qu'il y a dedans, tu vois, la richesse de la musique. Et donc, pour moi, ça, c'était le plus important. Et donc, j'ai vraiment appris là comment le faire et comment se sentir libre sur l'instrument aussi. Ça, c'est très important. Donc, quand même avoir le know-how, le technique qui est quand même important. Mais surtout, chez Pauline, j'ai compris toute la magie qui est dans la musique classique parce qu'elle est vraiment comme ça, tu vois. Et ça, c'était quand même très spécial pour moi. Et Eliso, c'est tout à fait différent comme personnage. Elle est aussi beaucoup plus âgée que Paulina. Mais donc, c'est une différente époque. C'est Neuhaus, Heinrich Neuhaus, cette école. C'est plus autoritaire? Oui, beaucoup plus. Donc, la relation entre moi, élève, et elle comme prof était tout à fait différente. Elle est super stricte. Elle n'aime pas parler des choses, tu vois. Petit comme ça, non, c'est immédiatement travailler. Et elle travaille beaucoup. Mais elle a tellement beaucoup de connaissances. C'est comme une encyclopédie, quoi. Elle sait tout, sans même regarder dans les partitions. Elle sait quel doigté là et tout. Et donc là, j'ai quand même appris d'avoir aussi un schedule, tu vois. Comment est-ce que je peux vraiment savoir tous ce qu'il y a sur une partition, parce que c'est quand même important d'avoir tous les détails et les absorber. Et après, tu dois être libre et tu dois jouer à la musique, quoi. Mais avant, tu dois quand même savoir ce qu'il y a. Et donc ça, c'était quand même très... donc construire l'architecture voilà. de l'interprétation. Voilà, tout à fait. Alors, on va vous écouter. Donc, je vous propose de poursuivre en écoutant le premier et deuxième nocturne, opus 15 de Frédéric Chopin, dans l'interprétation de notre invité, Marie-François.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, le premier et deuxième nocturne opus 15 de Frédéric Chopin dans l'interprétation de notre invitée Marie-François. Alors Marie, comment décide-t-on de se lancer dans l'enregistrement de l'intégrale des nocturnes de Chopin? Oui, je sais, c'est un peu un risque, tu vois, parce que il y a déjà des enregistrements qui sont incroyables. Donc, qu'est-ce que je peux encore faire? Donc, pour moi, c'était plus l'idée de vraiment apprendre comment, j'ai déjà dit, raconter une histoire sur le piano. Et là, tu as le bel canto de Chopin qui est quand même très important. Et surtout dans le répertoire, les nocturnes, c'est... Pouvez-vous expliquer ce que c'est le bel canto dans une musique instrumentale? Parce que le bel canto, c'est le chant. Ouais. Mais chez Chopin, comment ça se traduit? Oui, une ligne mélodique? Oui, c'est une ligne mélodique et c'est influencer chaque note et comment on peut faire une ligne dans les notes, entre les notes. Tu vois, ça c'est très important de faire une grande ligne comme en chant, mais sans respiration, quoi, parce que ça, il c'est y a l'instrument pas dans... percussion. Oui, voilà, donc, parce oui. que c'est un instrument percussion. Mais donc, de vraiment être super expressive avec chaque note et comment le faire, parce que, tu vois, tu as une mélodie, mais là il y a la main gauche qui donne toute l'harmonie, les couleurs, et donc la balance entre les deux c'est très important parce qu'il y a deux vies, la vie de main gauche et la vie de main droite, et ça doit être tout à fait libre, mais quand même très contrôlé. Pour être libre, tu dois quand même très bien savoir ce que vous faites sur l'instrument. Donc là j'avais vraiment envie d'apprendre ça, et j'ai acheté mon premier piano, pas moi, mais mes parents, quand j'avais 16 ans, à Krakow, donc en Pologne. Et c'était le piano de Halina Czerny-Stefanska, qui est un ancien pianiste, voilà. Et donc, c'était son piano chez elle à la maison. Et donc, on a acheté, il est encore chez moi à la maison. Et donc, c'était déjà depuis là mon rêve d'aller à Pologne et de vraiment étudier la musique de Chopin. Et c'est cette lame qui est dans l'instrument. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me touche beaucoup. Et donc, j'avais dit, OK, quand j'aurai le temps d'y aller, je vais le faire. Et donc, après Covid, j'ai dit, c'est maintenant ou now or never. Et donc, j'ai dit, je vais aller à Varsovie et je veux bien voir ce que Chopin voyait quand il était jeune. Je veux bien parler avec des gens qui savent plus que moi sur la musique. J'ai joué sur son piano, le player de Chopin. J'ai vu les manuscrits, j'étais chez Chopin Institute pour savoir le plus possible. Et d'entendre la langue, comprendre mieux la culture et tout, parce que c'est quand même très différent que nous ici, en Belgique. Et donc là, j'ai dit, j'aime bien avoir un but. Je ne travaille pas quand il n'y a pas un deadline ou un truc comme ça. Et donc, j'ai dit, je vais aller là-bas et je vais étudier chaque jour une nocturne. Et comme ça, je vais apprendre. Et là, c'était seulement le début, bien sûr, parce que c'était un travail d'1 an et demi et tu commences à étudier. Et il y a tellement beaucoup d'options de faire dans la musique. Il y a tellement de richesse dans la musique incroyable. Donc, trouver les belles couleurs, comment le faire, ou respirer ou pas respirer. Tu vois, tout ça, c'était quand même un boulot. Et donc, j'avais aussi envie d'apprendre tout et après jouer beaucoup. Parce que c'est quand même différent de travail chez toi à la maison, très tranquille, où tu peux tout faire et refaire. Et sur scène, où il y a une immédiate réponse de la public, où l'énergie est différente, où tu écoutes différent. Et donc voilà, et donc là j'ai appris beaucoup et je me sens tout à fait différent après tout ce travail, beaucoup plus libre sur la musique. Et aussi harmoniquement, je comprends beaucoup plus comment jouer. Et là, c'était jamais le but de faire un autre nouveau reference recording. Ça, c'était pas le but. Le but était le process. Et comment le faire et comment apprendre plus. Et parce que tout le monde connaît Chopin. Et Chopin, toutes ses œuvres étaient presque pour le piano solo. Il connaissait cet instrument tout à fait. Et aussi, surtout, les mains. Comment jouer sur le clavier, tout ça, très ergonomique. Et donc là, c'était tout un travail. Et après ça, je me sentais beaucoup plus libérée sur le clavier. Je ne sais pas comment expliquer différemment, mais c'était un bon travail. Mais c'est trop rigolo parce que j'ai les enregistrés. C'était une semaine dans un studio et j'ai enregistré dans la nuit aussi. Parce que j'aime bien jouer dans la nuit et les nocturnes. C'était tout parfait. Mais on avait enregistré plus que 500 heures. Parce que je ne peux jamais faire 2 fois la même chose. C'est impossible. Mais c'est ça l'art de l'interprétation, c'est... Bah, tout à fait. Si on joue toujours de la même manière, c'est Je ennuyeux. peux aussi faire un autre boulot. Je peux travailler dans une usine où tu fais chaque fois la même chose. Oui. C'est ça, c'est impossible. Et donc, chaque fois, quand tu es là, il y a un différent
concentration aussi dans le studio, tout à fait différent parce que tu écoutes beaucoup plus intense. Et j'ai dit, OK, je vais juste jouer et on verra ce qui se passe. Parce que tu as toute cette construction dans ta tête, mais dans un coup, tu vois des différentes possibilités. Et donc, on a enregistré et là, maintenant, j'écoute même plus l'enregistrement. Je trouve ça très bizarre d'écouter de ce que je fais. Vous n'êtes pas la seule. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas écouter l'enregistrement. Horrible. C'est un peu comme se regarder dans un miroir et des gens qui n'aiment pas s'entendre. Et je trouve ça pas très productif. Peut-être après 2 ans ou 3 ans, je peux les écouter. Mais maintenant, je trouve ça pas productif. Je les ai enregistrés et c'était dans le moment. Et ça, je trouve vrai, la musique est dans le moment. Et ça va toujours différent parce que je me sens différent, la salle est différente, le piano est différent, le public est différent. Et donc, voilà. Et maintenant, quand je les joue, c'est tout à fait différent de ce que j'ai enregistré. Et donc, c'est ça. Je voulais juste faire un enregistrement. Voilà. Une photo d'un moment. Une photo de moment et une photo de mes sentiments et les changements que j'ai sentis quand j'ai étudié, quand j'étais à Varsovie. J'ai rencontré tellement beaucoup de gens grâce à cette musique-là. Et c'est cette idée de partager quelque chose, partager une énergie que j'aime bien et que je trouve tellement spéciale et qu'on oublie souvent maintenant parce qu'on est toujours sur notre téléphone et tout est 2D. Tu vois, et c'est trop... pour moi, ça n'a rien à faire avec être humaine. Pour moi, ça, c'est super important que cette musique vit et c'est timeless. Et donc, voilà. Alors, il a écrit 21 nocturnes. Comment a évolué, selon vous, son écriture au fur et à mesure? Tu sens ça beaucoup, cette évolution. Oui, parce qu'il a commencé à écrire quand il avait 19 ans et il a écrit son dernier quand il avait 37. Donc, c'est toute son évolution comme componiste, comme pianiste. Et les dernières sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus polyphonies. Il n'y a pas seulement une mélodie, il y a 2, 3. Ils sont aussi beaucoup plus longs. La structure change. Tu vois, au début, les premiers, tu entends encore John Field. Tu vois, le basic idea d'un nocturne. Ou Bellini. Voilà, exactement ça. Il y a une belle mélodie qui peut être chantée et il y a l'harmonie qui donne la couleur. Très simple comme ça. Mais après, ça devient beaucoup plus Chopin avec des trilles et des choses qui changent, des notes très rapides. Et ça devient un opéra parfois, je pense, dans cette idée. Beaucoup plus grand, beaucoup plus de détails aussi. Surtout Opus 62, qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe. Et je sens aussi que ça devient beaucoup plus difficile à jouer. Par exemple, le 48, c'est pas facile à jouer, le dernier. Et avec les trilles et tout, et tu dois voir toutes ces richesses de technique pour être libre de faire de la musique. Et donc, c'est tout un travail, quoi. Mais tu sens qu'il devient plus relax, beaucoup plus ouvert. Il a dit aussi, il a écrit dans ses journaux, mes compositions arrivent de mes improvisations. Et ça, tu sens aussi dans la musique, je trouve, chez lui, toujours. Cette liberté, cette manière de toutes les petites notes comme ça, tu vois. Je peux imaginer que chaque fois qu'on y jouait, c'était différent. On va jamais savoir, bien sûr. Et les instruments, dans cette époque-là, étaient aussi tout à fait différents. Donc, son idée de sonorité, probablement tout à fait différent qu'on est habitué maintenant. Donc, voilà. Alors, Marie-Françoise, vous êtes assez présente sur les réseaux sociaux et les médias, et même une présence assez remarquable. Je trouve que vous faites ça vraiment très, très bien. Oh, merci. Est-ce que vous estimez que ça fait partie à l'heure actuelle du job, ou vous prenez un réel plaisir à faire toutes ces activités à côté? C'est double. Je vois pas ça comme travail, mais moi, j'aime bien partager, en général. Je pense que la musique est partagée. J'aime bien avoir une communication ouverte aussi avec le public. Et donc, voilà, socio-réseau, c'est quand même partie de notre vie. Et parfois, c'est fatigant. Mais j'aime bien partager un nouveau view sur la musique classique. Et donc ça, je trouve quand même important de le faire. Mais il y a aussi des moments où je touche pas mon téléphone, tu vois, parce que pour moi, c'est quand même jouer en vrai. Et donc là, tu vas presque pas trouver les enregistrements de moi sur YouTube, par exemple. C'est fait exprès. Parce que je veux pas que tous les concerts soient enregistrés. Tu vas venir et écouter live. Et donc, si tu fais un enregistrement, c'est tout à fait différent. C'est un différent monde. Tu fais quelque chose et c'est fait. Et c'est fait dans le moment. Mais après ça, je vais avoir une balance entre
Internet world et le vrai monde, quoi. Mais je trouve c'est important de quand même utiliser cette socio-réseau. J'utilise ça comme une manière créative. J'adore prendre des photos, j'adore écrire. Donc, pourquoi pas? On vit Et puis dans vous êtes une- toujours souriante, empathique. Oui, Et alors. vous avez beaucoup de collègues qui vous aiment beaucoup, puisque vous êtes à Bruxelles notamment, on vous voit souvent, donc Oui. je vois beaucoup de musiciens qui Mhm. vous apprécient, donc Oh. oui. Bah oui, mais c'est vraiment, ça arrive tout de mon grand cœur pour la musique. Ça me donne chaque jour tellement beaucoup d'envie de vivre et envie de partager. Et sans ça, je sais pas qui je suis. Et donc, c'est ça, je me lève et tu entends quelque chose et c'est immédiatement incroyable. Ça peut être un petit oiseau qui fait de la musique. C'est tout. Et donc, ça me donne beaucoup d'énergie et oui, je suis très heureux avec ça dans ma vie. Et je veux que ça soit souriante et surtout, pas toute la musique est souriante. Et je sens beaucoup des émotions et parfois je ne sais pas comment les dire en mots. Mais alors j'ai mon piano à côté de moi qui est mon meilleur ami. Et parfois aussi quelqu'un qui m'énerve beaucoup. Et alors, vous aimez le processus d'enregistrement? C'est Pas quelque du chose... tout. Pas du tout. Non, je déteste. J'adore jouer live. C'est dans le moment. Mais enregistrer, c'est hell pour moi. Surtout quand tu vois la lumière rouge. Et donc l'équipe me connaît déjà très bien. Donc il n'y a pas de lumière rouge dans le studio pour moi. Parce que quand je vois ça dans un coup, je me réalise, oh my god, c'est maintenant que je dois le faire. C'est très bizarre parce que tu sais, tu peux le refaire. Donc c'est pas dans le moment. Tu veux qu'un enregistrement soit être dans le moment, mais c'est pas vraiment dans le moment. Et on vit aussi, et ça c'est un peu difficile dans un monde où tout doit être parfait. Et live, c'est forgivable. Les gens s'en fichent quand tu fais... C'est Serge Tiambo qui m'avait dit, quand tu fais des erreurs, mais tu racontes une histoire, personne écoute les mauvaises notes. Et ça, c'est resté très, très chouette, très proche dans ma tête, que c'est très important d'avoir ça. Mais dans un enregistrement, c'est différent. Quand tu es dans un studio, tout est déjà un peu fake. Donc là, j'essaie de prendre la liberté et j'ai joué beaucoup. 2 ou 3 fois, j'ai joué chaque nocturne. Et voilà, c'était comme ça. Et après, on travaillait. Donc, j'aime bien l'idée pour les enregistrements live. Ou des semi-live, vous Voilà, pouvez des faire. semi-live. Oui. Voilà, exactement. C'est ça ce que j'aime bien. Mais voilà, ouais. Alors, je vous propose d'écouter à présent le deuxième nocturne, opus 27 de Frédéric Chopin, dans l'interprétation de notre invité, Marie-François.
Le deuxième nocturne, opus 27 de Frédéric Chopin dans l'interprétation de notre invité Marie-François. Il s'agit d'un extrait d'une intégrale des nocturnes de Chopin paraissant chez Yves Penguin. Alors Marie, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité le choix de partager avec nos auditeurs un morceau. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre? Alors c'est le Brahms violon concerto avec Ida Handel et Shelley Bidake et le London Symphony Orchestra. C'est un enregistrement que j'ai trouvé sur YouTube et c'est enregistré au CD bien sûr. C'est, je pense pas live, mais cet enregistrement est incroyable. Comme elle a le bel canto là sur le violon, c'est dans haut de monde. Et elle est tellement, tu sens, elle le sent sur cet instrument tellement ouverte et pure et ça arrive de son cœur, quoi. Il y a la lame de Brahms aussi qui est vraiment là-dedans. C'est cette ancienne manière de jouer le violon aussi que j'aime bien. Tu vois, sur un instrument avec des cordes, tu peux beaucoup plus influencer les notes. On est un peu limité parfois sur l'instrument piano parce que c'est un instrument percussif quand même. Donc là, tu peux jouer une note un peu plus, le fa, peut-être un peu plus bas ou un peu plus haut. Ça dépend un peu de ce que vous faites et quel répertoire vous jouez sur l'instrument de violon. Mais là, Ida Handel, c'est un autre monde, quoi. Quelle énergie, quelle bombe d'énergie. Donc, j'écoute ça souvent et ça me donne beaucoup d'inspiration. Alors, on écoute un extrait du premier mouvement maintenant.
Nous venons d'écouter un extrait du premier mouvement du concerto de Brahms. Ida Handel était au violon. Sergiu Celibidache, était à la tête de l'Orchestre Symphonie de Londres. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Marie, d'avoir accepté notre invitation. Non, merci pour m'avoir. Merci à Carlos Amajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 15h, les vendredis à 13h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.